Merci, chère Laurence. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente, chère Marie-Pierre, Madame la Vice-Présidente, chère Laurence, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord évidemment profiter de cette occasion pour vous adresser à tous mes meilleurs vœux pour 2021. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc je saisis cette occasion pour vous souhaiter d'abord une très bonne santé à tous, c'est le plus important, et beaucoup de succès dans vos entreprises. Je suis très heureux et je ne le cache pas, très honoré que la délégation aux droits des femmes à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ait accepté d'organiser cette rencontre et me permette d'insister sur l'importance que nous attachons avec le président de la République, avec le Premier ministre, et que j'attache très personnellement à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine économique et financier. Je considère que c'est un des grands combats du XXIe siècle et un combat sur lequel la France doit se positionner comme nation en avance et pas comme nation indifférente ou comme nation en retard. Je considère aussi que beaucoup de choses ont été faites. Vous avez cité le code AFEP-MEDEF, je pense que ça va dans le bon sens. Vous avez cité l'index Pénicaud, je considère que ça va dans le bon sens. Mais ce que montre la crise, c'est que clairement, nous n'y sommes pas. Et quand on n'y est pas, il faut se demander quelle est la meilleure manière d'arriver à cette égalité entre les femmes et les hommes, qui est essentielle pour notre vie économique, essentielle pour notre vie financière, et qui permettra, à mon sens, à la société française de fonctionner mieux, de manière plus intelligente, plus efficace et plus équitable. Et croyez-moi, je considère qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Il nous reste un peu plus de 18 mois avant la fin du quinquennat. Moi, je souhaite que nous saisissions la fin du quinquennat, et pour tout vous dire, l'année 2021, et pour tout vous dire, le plus tôt possible dans l'année 2021, pour prendre de nouvelles décisions. Pas uniquement des index, pas uniquement des recommandations, mais de nouvelles décisions. Quand on regarde aujourd'hui la situation, et je pense que la crise que nous vivons actuellement, qui a un impact moral très fort, montre que les femmes sont les premières victimes, que c'est elles qui ont le plus de mal à retrouver un emploi lorsqu'il y a eu interruption très longue, que c'est elles aujourd'hui qui continuent à payer le prix d'un enfant alors que le prix devrait être équitablement réparti à l'intérieur du couple, qu'en matière de salaire, nous avons encore des femmes qui sont en moyenne payées 10% de moins que les hommes à compétences et à expérience égale. C'est tout simplement révoltant. Parce que le sous-jacent de tout ça, c'est de dire quoi? Mais dans le fond, les femmes, elles sont moins payées, alors soit parce qu'elles sont moins efficaces, soit parce qu'elles vont avoir élevé un enfant, donc il faut qu'on anticipe dans le salaire le coût que ça va pouvoir représenter. Il y a plein de sous-jacents totalement inacceptables dans cette situation. Et donc, je pense qu'il faut les combattre avec la plus grande fermeté et donc prendre de nouvelles décisions en complément des décisions qui ont déjà été prises. Le président de la République en a fait une priorité, nous en avons tous fait une priorité, il faut maintenant aller de l'avant. Nous avons pris depuis 3 ans un certain nombre de décisions, je veux juste les rappeler pour montrer d'où nous partons. Le fait que nous doublions la durée du congé paternité de 14 à 28 jours, dont 7 jours obligatoires, c'est une avancée majeure parce que ça permet de rétablir un équilibre dans les tâches à l'intérieur du couple. Le fait que la loi Pacte renforce les sanctions applicables aux entreprises dont les conseils d'administration ne respectent toujours pas les quotas de la loi Copé-Zimmermann, et je rends hommage à Jean-François Copé et à Marie-Jo Zimmermann pour le travail qu'ils avaient fait à l'époque, c'est aussi une avancée dans la bonne direction. Nous avons également créé, toujours avec la loi Pacte, une procédure de recrutement paritaire pour les postes des comités de direction, pour qu'au moins un homme et au moins une femme restent dans le processus de sélection. Je crois que ça va aussi dans la bonne direction. Enfin, toujours au titre de la loi Pacte, je rappelle que nous avons adopté à l'unanimité, c'était une proposition, je me souviens de Laure de la Raudière, la réforme du statut du conjoint collaborateur qui leur permet d'accéder aux droits sociaux par défaut. Je pense que cette réforme du statut du conjoint collaborateur
est une réforme absolument majeure pour des dizaines de milliers de commerçants et d'indépendants où trop souvent la femme ne bénéficie pas des droits auxquels elle aurait pu avoir accès. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a une base qui est solide et en face de cette base solide et de ces décisions qui ont été prises, nous avons la réalité d'une situation qui ne s'améliore pas assez vite, ni sur l'égalité salariale, ni sur les postes de direction. Vous avez rappelé le chiffre des COMEX. Il ne faut pas que les conseils d'administration soient l'arbre qui cache la forêt. Si on a réussi sur les CA, mais que dans les COMEX, on se retrouve toujours avec 17% de femmes, franchement, on n'a pas avancé. Le fait qu'à la tête des plus grandes entreprises françaises, du CAC 40, il y ait une seule femme, une seule, qui, quelles que soient ses qualités exceptionnelles, dirige une entreprise du CAC 40, franchement, moi je le dis très simplement, je trouve que c'est infiniment regrettable et que ça montre que nous ne sommes pas encore parvenus à casser un certain nombre de plafonds de verre, soyons clairs. Est-ce que nous pouvons les casser uniquement en comptant sur la progressivité et l'évolution lente mais durable de l'égalité femmes-hommes dans l'économie? Je ne crois pas. Je vous le dis très sincèrement, on est ici entre responsables politiques, je ne crois pas à une démarche progressive. Je pense qu'il faut être plus ambitieux. Et donc, être plus ambitieux, c'est se dire, l'index, c'est très bien, les dispositions prises dans la loi Pacte sont très importantes, mais il faut maintenant être capable de passer la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par des quotas. Moi, je suis favorable à des quotas pour qu'un plus grand nombre de femmes accèdent à des postes de direction dans les plus grandes entreprises françaises. Je pense qu'il faut réfléchir, la FEP et le MEDEF ont fait des propositions intéressantes, donc c'est la preuve que les consciences évoluent et que cette approche volontariste, c'est la seule qui paye. C'est la seule qui paye. Il faut une approche très volontariste. Est-ce que l'on prend les cadres dirigeants? Est-ce qu'on prend les fonctions dirigeantes? Quels chiffres est-ce que l'on fixe? Quelle méthode est-ce que l'on prend? On peut par exemple envisager de prendre comme point de départ la situation des entreprises. Il y a des entreprises de services dans lesquelles il y a déjà une part de femmes qui est très équilibrée. D'autres entreprises, par exemple, de l'industrie lourde, où, parce qu'il y a peu de femmes ingénieures, on a un point de départ qui est très différent. Donc, il faut sans doute tenir compte de ces points de départ qui sont très différents d'un secteur économique à un autre secteur économique. Parce qu'être volontariste, ambitieux et vouloir casser des plafonds de verre ne veut pas dire non plus ne pas tenir compte de certaines réalités existantes. Il est évident que ce sera plus difficile de parvenir à la parité dans les COMEX dans le secteur de l'industrie métallurgique plutôt que dans les services, services à la personne par exemple, où on a déjà quasiment la parité. Donc le premier point sur lequel je veux insister, c'est que je suis favorable à une approche volontariste beaucoup plus qu'à une approche progressive. Je suis favorable à des quotas et je suis favorable à des délais rapides. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que je suis favorable à une approche inclusive au sens la plus large possible. Ça ne sert à rien de se donner bonne conscience en fixant des quotas dans les postes de direction des plus grandes entreprises, en tenant compte une fois encore des points de départ, si dans le même temps, nous ne remédions pas à l'une des difficultés majeures qui est l'égalité femmes-hommes dans les formations, notamment dans l'enseignement supérieur. Si vous voulez que demain, des grandes entreprises de la métallurgie, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique soient dirigées par des femmes, il ne faut pas qu'on ait aussi peu de femmes dans les formations d'ingénieurs de haut niveau en France. Et il faut qu'on arrive à remédier à ce problème à la racine. Comment fait-on pour que, dans les formations supérieures, d'ingénieurs notamment, nous ayons davantage de femmes? Comment est-ce que nous arrivons à contourner le biais de sélection qui existe aujourd'hui? On ne peut pas se résigner uniquement à des mesures symboliques aussi importantes soient-elles. Il faut aussi des mesures de fond qui traitent pour moi, ce qui a toujours été d'ailleurs le sujet numéro 1 dans une société, l'éducation et la culture.
Donc il faut que d'un point de vue éducatif, on arrive à contourner le biais de sélection dans les formations, notamment dans l'enseignement supérieur, parce que c'est là que va se cristalliser le choix en matière d'orientation professionnelle. Troisième point, et vous voyez que je n'hésite pas à être le plus volontariste possible, il faut regarder les grandes entreprises, mais regarder aussi ce qui était souligné, vous l'avez souligné toutes les deux, ce qui se passe dans l'entrepreneuriat féminin et dans l'accès au financement. Il faut aussi qu'une femme qui va chez son banquier, dans son agence bancaire, ou qui va dans un fonds pour essayer de trouver les financements de son projet entrepreneurial, puisse le faire à égalité exactement comme si elle était un homme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, soyons clairs. Il reste énormément de progrès à faire. Moi, j'ai trop de témoignages encore de femmes qui me disent on est allé à la banque, on est allé dans un fonds d'investissement pour trouver les moyens d'investir dans notre projet, et on nous a répondu est-ce que votre mari, est-ce que votre conjoint est d'accord? Tant qu'on entendra ce genre de remarques, c'est qu'on est encore très loin du compte. Donc c'est un troisième sujet que je mets sur la table, l'égal accès au financement dans le monde entrepreneurial pour une femme comme pour un homme. Enfin, dernier point, je ne vois pas pourquoi nous nous limiterions aux seules entreprises. Je vais être un tout petit peu provocant, mais il me semble que dans les organisations professionnelles, dans les organisations syndicales, pourrait aussi se poser la question dans les instances dirigeantes de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que c'est partout qu'elle doit se voir et qu'elle doit s'affirmer, cette égalité entre les femmes et les hommes. Donc vous voyez que je suis favorable à des décisions rapides et des décisions disruptives. Je considère que l'égalité femmes-hommes est un enjeu de société absolument décisif au moment où nous sortons de cette crise. Je pense que cette crise nous montre de manière très crue que les femmes sont davantage victimes de la crise économique que ne le sont les hommes. Elle nous montre aussi de manière très crue que nous risquons de prendre du retard si nous nous contentons d'une approche progressive. Je plaide donc pour une approche disruptive, ambitieuse, volontariste, et je sais que nous n'y arriverons que si vous-même vous y êtes engagés. Ce n'est pas le gouvernement qui pourra faire bouger les lignes. C'est collectivement qu'on y arrivera, et je considère que votre délégation et le Parlement de manière générale a dans les semaines à venir ou les mois à venir un rôle absolument décisif à jouer.